Monsieur Boisson, bonjour. Bonjour maître. Alors, vous avez échangé sur différents réseaux sociaux sur le fait que de plus en plus de textes sont d'origine parlementaire. On va rappeler que quand un texte est d'origine parlementaire, on parle de proposition de loi. S'il est d'origine gouvernementale, on parle de projet de loi. Et que voilà, on a de plus en plus de propositions de loi dans l'ensemble des lois adoptées. Et ce phénomène est notable et n'est pas sans être révélateur de différents phénomènes juridico-politiques. Cet échange m'a frustré par sa brièveté au regard de l'importance du phénomène. D'où le fait que j'ai voulu vous interviewer par vidéo. Je vous remercie d'avoir accepté. Commençons déjà par les chiffres. Quelle fut l'ampleur de ce phénomène en 2023? Bien, écoutez, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir pour cet entretien. Je suis très heureux de pouvoir discuter de ces questions avec vous. En 2023, on avait déjà assisté à une première forme de rééquilibrage, dans une moindre mesure que ce qu'on constate en 2024, puisque une rapide recherche sur Légifrance, je dis bien rapide, donc possiblement incomplète, mais les grandes masses me semblent claires et nettes. Nous avions, une rapide recherche montre que nous avons donc 77 lois publiées en 2023, dont 35 sont issues de propositions de loi, soit à peu près donc 45% du volume total des lois, tandis que 42 sont issus de projets de loi. Et à ceci, j'ajoute que sur ces projets de loi, on a plus d'une moitié, 24, qui sont des textes que j'appelle routiniers, en réalité. C'est-à-dire des textes pour lesquels, en réalité, l'enjeu politique est assez faible, qu'il s'agisse de textes portant adaptation du droit de l'Union européenne ou autorisant la ratification ou l'approbation de traités ou d'accords. Ce sont des textes qui sont traditionnellement d'initiative gouvernementale, mais qui sont généralement l'objet d'une discussion assez maigrelette dans les deux hémicycles, tout simplement parce que les enjeux sont assez minces. Il y a des cas de figure, on le voit avec les actuelles négociations avec le Mercosur, où de tels textes pourraient potentiellement être politiquement chargés, mais en l'espèce, ce n'est pas le cas. Donc, on a déjà eu un rééquilibrage de l'ordre de 45-55% en 2023, alors que dans la période précédente, on était plutôt sur un étiage de 55 ou plutôt 65 à 70% de textes d'origine gouvernementale. On a donc une reprise en main relative dès 2023, je dis bien relative, des parlementaires sur l'agenda législatif. Et ce phénomène, je crois, s'est encore accéléré pour des raisons que l'on peut comprendre en 2024. Oui, tout à fait. 2024 reste néanmoins une année exceptionnelle dans la mesure où nous avons eu une dissolution début juin qui a entraîné la fin de l'examen d'un certain nombre de textes qui étaient pourtant en bonne voie d'adoption, pas forcément définitive, mais au moins en première lecture. Et la dissolution a également entraîné presque 4 mois de vide parlementaire presque absolu, puisque la session de droit de juillet, convoquée donc à l'issue des élections législatives, n'a pas donné lieu à un quelconque aboutissement législatif et qu'il n'y a pas eu de session extraordinaire convoquée au cours de l'été. Donc, on a un volume global de lois assez réduit, d'ailleurs assez proche par exemple, de ce qu'on obtenait en 2020 au cœur de la pandémie. Mais si on s'en tient maintenant, si on s'intéresse aux grandes masses, et en particulier à la comparaison projet de loi, proposition de loi, eh bien, on s'aperçoit ici que la proportion est inversée en réalité, que nous avons désormais presque 56%. À l'heure où nous parlons des lois promulguées en 2024 qui procèdent de propositions de loi, c'est-à-dire de textes parlementaux. Souvent d'ailleurs, nous pourrons peut-être en reparler d'initiatives sénatoriales et le reste issus de projets de loi. Donc, pour l'instant, nous avons 24 lois promulguées, bientôt 25 si on compte l'actuelle proposition de loi organique adoptée mercredi dernier et
en cours d'examen au Conseil constitutionnel, qui seront donc issus de propositions de loi contre, pour l'instant, 19 lois promulguées issues de projets de loi, auxquelles il faudra bien entendu rajouter les 3 textes financiers en cours de discussion. Donc, on a vraiment un rééquilibrage. En gros, on va arriver, il me semble, en 2024, à une proportion de parité entre propositions et projets de loi, ce qui me semble, pour le coup, relativement inédit dans notre histoire constitutionnelle récente. Oui, c'est une évolution tout à fait notable, notamment y compris par rapport à des années où on avait une tentative d'équilibrage et où on était postérieur aux réformes donnant plus de niches aux différents groupes. Tout à fait. Et en 2025, si vous prenez votre boule de cristal, que voyez-vous, Madame Irma? Alors, comme disait Georges Pompidou, je ne suis pas Madame Soleil, n'est-ce pas? Mais il est très difficile de prévoir ce que donnera 2025 pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est très difficile de savoir combien de temps va durer l'actuel gouvernement. Et au fur et à mesure qu'on se rapprochera de la réouverture de la fenêtre de dissolution, donc du 8 juillet, plus l'hypothèse d'une motion de censure se fera pressante. Or, ce qui nous intéresse ici, dans le renversement éventuel du gouvernement, c'est que celui-ci ouvre une période qui est une période d'expédition d'affaires courantes, puisque nous savons, depuis le désormais ultra célèbre arrêt Broca du 19 octobre 1962, dont la célébrité est en passe de surpasser celle de l'autre arrêt important rendu le même jour, à savoir l'arrêt Canal, la motion de censure, l'adoption de motion de censure entraîne la démission immédiate, d'office, de plein droit du gouvernement, quel que soit d'ailleurs le souhait du président de la République d'éventuellement refuser cette démission. Ce souhait est inopérant. Donc, nous aurons une période d'affaires courantes qui s'ouvrira de nouveau, et nous savons bien qu'en période d'affaires courantes, l'examen de textes législatifs à l'Assemblée nationale comme au Sénat est, par la force des choses, suspendu. Bien entendu, des projets de loi, sauf projets de loi d'urgence, par exemple, la nécessité de mettre en œuvre de proroger l'état d'urgence, ou le cas échéant, des projets de loi destinés à transposer des directives afin d'éviter l'échéance du délai de transposition. Mais hors ces hypothèses, le gouvernement ne peut pas prendre l'initiative, s'il est démissionnaire, de présenter des projets de loi. Mais la question qui se pose, et qui pour l'instant, il me semble, assez peu envisagée par la doctrine, est le sort des éventuelles propositions de loi. Dès lors que le gouvernement doit, au banc, émettre un avis sur chaque amendement, dès lors que le gouvernement prend part à la discussion générale, dès lors que le gouvernement est potentiellement amené à mettre en œuvre les outils du parlementarisme rationalisé. Par exemple, on peut penser au vote bloqué sur ces propositions de loi. Eh bien, il me semble que, sauf hypothèse assez improbable d'urgence législative, des propositions de loi ne peuvent, pas davantage que des projets de loi, connaître un aboutissement législatif au cours d'une période d'affaires courantes. Et donc, c'est ça qui ajoute de l'incertitude. C'est-à-dire que l'incertitude est déjà importante dans la mesure où il est très difficile de prédire quel sera l'agenda législatif du gouvernement, quel sera le nombre de projets de loi que le gouvernement souhaitera déposer, puisque le gouvernement n'a pas véritablement de programme législatif défini. Mais de surcroît, quand bien même il en aurait un, celui-ci serait neutralisé par une éventuelle motion de censure. Et l'adoption de cette dernière et la nomination tardive du gouvernement suivant, à supposer que le président de la République ne démissionne pas, tout ceci entraînerait nécessairement une neutralisation des travaux législatifs. Donc, très difficile de prévoir ce que donnera 2025.
Je ne suis pas sûr cependant que la quasi-parité à laquelle nous sommes retournés depuis 2023 et a fortiori en 2024 soit un simple accident de l'histoire. Je pense au contraire que nous avons une tendance, certes pas nécessairement structurelle, mais au moins conjoncturelle, vers un rééquilibrage des choses. Et ce d'autant plus que le gouvernement s'appuie sur le Sénat et que, comme je l'indiquais au préalable, un grand nombre de propositions de loi adoptées ces 2 dernières années l'ont été en raison d'une initiative sénatoriale. Et le Je gouvernement pense aura que vous donc… touchez là du doigt effectivement un dépassement des explications classiques sur ce sujet. Très souvent, il est dit que, bon, voilà, on a instauré des niches pour les PPL, ça a évidemment démultiplié leur existence. Et le fait que nous avions une absence de majorité absolue qui conduit depuis le début de l'actuel mandat présidentiel et les élections législatives qui ont suivi à nécessairement lâcher plus la bride à des accords parlementaires et de ce qui passe plus facilement par des PPL. Très bien. Mais il me semble que c'est oublier que ceci se retrouve démultiplié par les jeux d'acteurs. Besoin de passer par le Sénat pour trouver des accords en CNP, ah bah dans ce cas-là, raison de plus pour laisser le Sénat. On oublie de faire le lien souvent dans les commentaires entre ceci et le fait que les partis politiques sont plus fragmentés et beaucoup moins, les députés beaucoup moins obéissants, les députés Godillot, c'est fini. Et donc les disciplines de groupes au sein des groupes parlementaires, y compris au Sénat, y compris dans des partis où autrefois on était le petit doigt sur la couture du pantalon, ces disciplines sont aujourd'hui en voie d'éclatement plus ou moins accélérée. Et le fait que, par exemple, comme vous disiez, que l'actuel gouvernement était un gouvernement de gestion qui n'avait pas un programme officiel et affiché, on le voit politiquement, mais ça le conduit aussi à laisser la bride à ce fonctionnement purement parlementaire. On peut s'en réjouir ou y voir un risque de manque de cohérence, mais il me semble que de ce point de vue-là, les questions d'analyse politique viennent démultiplier les facteurs explicatifs d'absence de majorité et de changement juridique sur les niches de parlementaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ces phénomènes-là sont relativisés? Qu'en pensez-vous? Oui, il me semble que vous mettez le doigt sur un point qui est extrêmement important, qui est sur le fait que la culture, peut-être pas du député Godillot, mais en tout cas la culture de la majorité, la culture du fait majoritaire, entraînait avant 2022 une certaine automaticité dans l'élaboration des choix politiques. La majorité à l'Assemblée nationale prenait une décision, parfois déjà en négociation préalable avec le gouvernement, mais cette décision, dès lors qu'elle était prise, elle était relativement intangible, et en face, l'opposition faisait son travail. Ici, on arrive à une situation où, notamment en ce qui concerne le socle commun, enfin, ce qu'on appelle désormais le socle commun, c'est-à-dire cette coalition plus ou moins baroque qui va donc du camp présidentiel aux Républicains, et on a là une coalition qui est extrêmement friable et où les jeux d'appareil entraînent tout simplement la négociation permanente, y compris ex post, y compris une fois pris les arbitrages. Et c'est bien entendu quelque chose qui met le gouvernement dans la difficulté. Je pense par ailleurs qu'en effet, le fait que le gouvernement soit une sorte de gouvernement sénatorial, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il jouisse d'une majorité plus solide au Sénat, est également, jusqu'à un certain point, non pas un mirage, mais il ne faut pas en tirer des conséquences trop importantes, dans la mesure où le gouvernement aura beau s'appuyer sur le Sénat, notamment pour les textes financiers, ça c'est évident. En définitive, c'est toujours l'Assemblée nationale qui tranche. Alors bon, pour les propositions de loi, le gouvernement a tendance à peu convoquer de commissions mixtes paritaires, mais pour les projets de loi, évidemment,
on va potentiellement s'orienter vers un nombre de rejets de projets de loi plus important par des majorités de circonstances, y compris parfois, on peut penser au prochain projet de loi immigration qui se profile, y compris parfois par des fractures au sein, j'ose pas dire la majorité, mais on va dire de la coalition gouvernante. Et dès lors que, d'une part, le recours au 49.3 est limité sur un texte non financier par session, et que de surcroît, le recours au 49.3 est lui-même hasardeux, c'est-à-dire n'est plus aujourd'hui une manière sûre et certaine d'obtenir le passage en force d'un texte, puisque la motion de censure peut fort bien aboutir et réussir, eh bien, on se profile vers une situation où de plus en plus de textes gouvernementaux sont rejetés à l'Assemblée. On le voit déjà depuis 2022 avec les textes d'approbation des comptes, avec l'ex-loi de règlement, aujourd'hui loi relative aux résultats de la gestion et d'approbation des comptes, ou à la nouvelle loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Tous les projets de loi jusqu'à présent, depuis 2022, ont été rejetés. Ça ne prête pas beaucoup à conséquence et le gouvernement peut survivre à cela. Mais il me semble que c'est quelque chose qui va se propager, pour ainsi dire, à des projets de loi potentiellement plus nombreux, et ce qui va mécaniquement entraîner une diminution du nombre de projets de loi adoptés, et donc mécaniquement, statistiquement, une hausse du volume de propositions de loi. Et bien entendu, à ceci s'ajoute... Alors, je termine juste sur ce point. À ceci s'ajoute que le gouvernement a, de ce point de vue, plus intérêt à jouer la carte de la co-construction législative, c'est-à-dire à laisser les parlementaires élaborer des textes, principalement au Sénat, mais également potentiellement à l'Assemblée nationale, globalement conformes aux vœux du gouvernement, afin de laisser passer l'idée qu'en réalité, les parlementaires ont remis la main sur l'agenda législatif. L'adoption de propositions de loi ne veut pas nécessairement dire que ce sont les parlementaires qui ont eu de facto et complètement la main. Et nous pourrons y revenir, mais cela ne veut pas dire par ailleurs que nous avons des textes d'excellente qualité. Et ça, on pourra y revenir à un autre moment, parce qu'en effet, c'est un problème. Le regain de vigueur des PPL n'est pas forcément un gage de qualité législative. Ça, c'est bon qu'on puisse dire. Je suis ravi que vous ayez fini par le point avec lequel vous avez conclu cette réponse à ma question, parce que c'est le point que je voulais aborder justement, c'est que cette distinction entre PPL et projet de loi est assez artificielle, en ce sens qu'avant la dissolution, le seul moyen de faire passer un texte, sauf application de l'article 49 alinéa 3, c'était de trouver un accord avec le Sénat pour qu'on ait un accord en commission mixte paritaire entre un Sénat relativement homogène pour la partie de la CMP qui était sénatoriale, et puis pour les députés, on retrouvait une majorité avec la majorité relative qui existait côté Assemblée, et avec parfois des députés moins disciplinés dans leur groupe que les sénateurs, ce qui est quand même un comble. Et donc, je pense que ça a beaucoup changé la manière de faire la loi, puisqu'on acceptait que ce soit sur une PPL ou un projet de loi, il y aurait un des mouvements de mauvaise humeur, en effet, du côté du Parlement, quand le projet de loi essayait d'être autoritaire, il n'a plus les moyens d'être, que les gouvernements n'ont plus les moyens d'être aujourd'hui, en tout cas. Et deux, quand un accord ne se trouvait pas qui soit acceptable par avance en CMP. Et là, de ce point de vue-là, il me semble effectivement, alors pour le coup, je peux en témoigner professionnellement, qu'on a beaucoup de textes pour lesquels on sait que des amendements vont passer en CMP, la négo se fait comme ça, ce qui la rend d'ailleurs, paradoxalement, le fait qu'on ait plus de PPL, ça donne l'impression que c'est plus transparent. C'est pas vrai. Si on sait que le vrai jeu va se passer en CMP, c'est encore plus secret que les cabinets ministériels, d'une part, même s'il y a des malandrins qui tweetent pendant les CMP maintenant. Et deuxième chose, on a de ce point de vue-là effectivement un risque
de rédaction de compromis à la va-vite qui ne conduisent pas forcément à des textes très, très opérationnels et très, très lisibles. Sauf si vous voulez rebondir sur ce point, je voulais aussi évoquer avec vous, vous poser une question sur la petite frustration que j'ai eue lorsque j'ai vu vos échanges sur, je ne sais plus si c'était Blue Sky ou LinkedIn, avec différentes personnes qui faisaient le lien avec le régime parlementaire ou présidentiel. Et votre réponse globalement était, et j'y souscris, que ce n'est pas tout à fait lié en réalité, puisque dans le régime parlementaire, par définition, on a une collaboration des pouvoirs et donc beaucoup de textes sont d'origine gouvernementale dans un certain nombre de régimes parlementaires. Et qu'en régime présidentiel, on est censé avoir une grande séparation, mais qui ne se retrouve pas dans les régimes, y compris états-uniens ou autres, où il y a quand même un travail de concoction en amont qui se fait fort heureusement d'ailleurs. Il me semble néanmoins qu'il y a dans notre régime qui est très spécifique, comme dans d'autres, des différences de vécu politique selon que le pouvoir législatif est réellement à la Chambre dans son initiative ou au niveau des ministères, et que du coup, il pourrait y avoir matière à un examen comparé sur ce point. Est-ce que finalement, nous ne sommes pas dans quelque chose qui ressemble, par exemple, dans l'équilibre sur ce point, au régime présidentiel lorsqu'il y a une non-concordance des majorités, typiquement en deuxième partie de mandat présidentiel. Vous qui connaissez bien un certain nombre d'autres régimes, ne sommes-nous pas, de ce point de vue-là, dans des choses où le droit comparé aurait des leçons à nous donner? Oui, tout à fait. Il me semble que c'est le point qui démontre à la fois la banalité en réalité du phénomène que nous envisageons, mais en même temps les spécificités du régime français. En effet, vous l'avez très bien rappelé, le seul régime dans lequel l'autonomie législative du Parlement ou des chambres parlementaires soit totale, c'est en effet le régime présidentiel. Dans le régime présidentiel, en effet, il n'y a pas de projet de loi, l'exécutif n'a pas l'initiative des lois. Cependant, nous le savons bien qu'en réalité, le régime présidentiel comporte en virtualité deux régimes différents. Tout d'abord, le régime présidentiel à prépondérance présidentielle, où se développe une forme de parlementarisme de couloir, où en réalité les conseillers du président sont sans cesse au Congrès pour négocier des textes, pour négocier des amendements, de sorte que une non négligeable partie des textes sont bien intellectuellement, philosophiquement d'origine exécutive, si j'ose dire. On pense, je ne sais pas moi, à la fameuse réforme de l'assurance maladie introduite par Barack Obama au début de son premier mandat. Certes, formellement, l'initiative est l'initiative des membres de la Chambre des représentants, mais le texte porte bien informellement son nom, Obamacare, et on sait bien que l'influence en période de concordance des majorités, comme vous l'avez rappelé, est déterminante, l'influence du président est déterminante. En revanche, l'autre régime, en virtualité dans le régime présidentiel, c'est ce que Wilson appelait le régime congressionnel en réalité. Et c'est celui qui intervient notamment en cas de divided government, de gouvernement divisé, c'est-à-dire lorsque le président n'a pas la majorité dans l'une et ou l'autre des chambres. Et dans ce cas-là, évidemment, l'influence du président sur l'agenda législatif est extrêmement limitée et n'est limitée en réalité et n'existe en réalité que par le biais du veto, n'est-ce pas, de la faculté d'empêcher, qui n'est qu'un veto suspensif susceptible d'être surmonté par les 2/3 de chaque chambre. Donc, évidemment, cette autonomie législative, elle est plus ou moins grande selon les
l'étendue des majorités, mais naturellement, d'un point de vue purement juridique, il y a dans un régime présidentiel formellement des propositions de loi et uniquement des propositions de loi. En revanche, dans le régime parlementaire, les choses sont sont tout aussi contrastées. Le régime parlementaire n'est pas, et vous l'avez très bien rappelé, contrairement à ce qu'on peut imaginer parfois, un régime d'autonomie législative, puisque vous l'avez bien rappelé, le régime parlementaire est un régime de collaboration, voire, diraient certains juristes anglais, de fusion des pouvoirs. Le gouvernement procède du Parlement. Et dans ce cas de figure, en réalité, ici encore, la structuration des majorités est tout à fait importante. Nous voyons bien en réalité que dans la plupart des régimes parlementaires, dès lors qu'une majorité stable, voire une coalition se dégage, comme c'est le cas en Allemagne, comme ce fut le cas parfois même au Royaume-Uni au début des années 2010, eh bien, l'initiative législative est très largement à la main du gouvernement. Au Royaume-Uni, je pense que c'est 80 à 90% des textes qui sont d'origine gouvernementale, c'est-à-dire même bien au-delà de l'étiage normal que l'on retrouve en France en période normale de fait majoritaire présidentiel. Et même lorsque les majorités ne sont pas toujours clairement établies, lorsque les majorités sont changeantes, le fait que le gouvernement intervienne dans l'initiative législative est également une constante. On a coutume de citer la Troisième République. Sous la Troisième République, 80% des textes étaient d'origine gouvernementale. Donc, en revanche, il peut arriver, et c'est là où les majorités jouent un rôle important malgré tout, c'est que en cas de gouvernement minoritaire, comme c'est le cas actuellement, en réalité, dans un régime parlementaire classique, lorsque le gouvernement est minoritaire ou que la coalition est instable ou que l'on se rapproche du régime d'assemblée, le pouvoir législatif du Parlement est avant tout un droit de veto. On l'a bien vu, par exemple, en 2017, 2019, avec le gouvernement minoritaire de Madame Theresa May, n'est-ce pas, au Royaume-Uni. La Chambre a surtout exercé, par des majorités de circonstances, une série de vétos sur un certain nombre de textes ou même de votes voulus par la Première ministre. Mais quant à la faculté de statuer, pour parler comme Montesquieu, il demeurait très net qu'une majeure partie des textes fussent bien d'initiative gouvernementale. Donc, en régime parlementaire, l'influence des majorités pèse surtout sur la capacité des chambres à faire obstruction. Mais une constante du régime parlementaire demeure néanmoins une certaine prépondérance, plus ou moins importante naturellement, de l'exécutif sur l'agenda législatif. Et c'est logique, dans la mesure où l'exécutif est précisément le comité de la Chambre, pour reprendre l'expression du juriste anglais Bagehot, qui est chargé de déterminer l'agenda législatif, qui est chargé de gouverner, et gouverner, c'est ça. Gouverner, c'est déterminer l'agenda législatif. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas naturellement des propositions de loi qui passent. Là, actuellement, au Royaume-Uni, on est en train de discuter de manière très, très vive, n'est-ce pas, d'une proposition de loi sur la fin de vie, sur l'assistance médicale à mourir et au suicide assisté, mais c'est une exception. Et y compris dans des régimes tels l'Italie ou l'Espagne, où les majorités sont généralement moins solides qu'au Royaume-Uni, en réalité, la majeure partie des textes sont bien d'origine gouvernementale. Donc, de ce point de vue, comme vous le disiez, ce rééquilibrage, cette parité progressive vers laquelle on se dirige, sans vouloir injurier l'avenir, est quelque chose qui nous rapproche en effet d'un système de checks and balances, c'est-à-dire d'autonomisation progressive du pouvoir législatif des chambres et en face d'une éventuelle faculté d'empêcher de l'exécutif
qui ne se traduira pas naturellement, puisque c'est incompatible avec la lettre du texte constitutionnel et bien entendu avec nos pratiques parlementaires, qui ne se traduira pas par un quelconque droit de veto du président de la République, mais qui se traduira au contraire par la capacité du gouvernement à neutraliser certaines initiatives parlementaires en refusant, par exemple, d'inscrire certains textes à l'ordre du jour du Sénat, s'agissant de propositions de loi qui seraient adoptées, par exemple, au cours d'une niche par l'Assemblée nationale. On parle naturellement, par exemple, de la prochaine proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Tout simplement, le gouvernement refusera l'inscription à l'ordre du jour. La majorité à la conférence des présidents du Sénat n'inscrira pas à l'ordre du jour. Si on a potentiellement une inscription à l'ordre du jour dans une niche parlementaire, la majorité sénatoriale viendra bloquer le processus. Donc, le gouvernement, de plus en plus, sera dans une position de faculté d'empêcher, qui est quelque chose qui rapproche davantage notre pratique politique d'un système présidentiel, même si cela viendra se nicher, se lover dans la structuration parlementaire de notre régime politique, c'est-à-dire que, en définitive, ce sera l'une des deux chambres qui fera valoir une sorte de veto sur les errements potentiels de l'autre chambre au regard des priorités gouvernementales. Écoutez, je pense que ça en dit beaucoup également au niveau mondial sur les difficultés à faire des majorités et les rejets du pouvoir central, des pouvoirs centraux que nous trouvons un peu partout. Et ça en dit beaucoup aussi sur la plasticité de notre Constitution, qui revient à ces fondamentaux parlementaires en cas d'absence de majorité absolue et a fortiori d'absence de concordance absolue entre les majorités présidentielles et législatives. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Bien, écoutez, merci beaucoup, Charmette. C'était un plaisir de discuter avec vous.